Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Alors imaginez un peu, et si votre médecin pouvait savoir, avant même la toute première prise, comment vous allez réagir à un médicament? Savoir s'il va être efficace pour vous ou au contraire, s'il y a un risque, s'il est potentiellement dangereux, c'est une question fondamentale parce qu'on le voit tous les jours. Un même traitement, vraiment à la même dose, n'a pas du tout les mêmes effets d'une personne à l'autre. Pour certains, ça ne marche pas, c'est une déception. Pour d'autres, ce sont des effets indésirables, parfois très sérieux. Ce n'est pas rien. Ah non, absolument pas. Et les chiffres, ils sont assez parlants. Il y a une étude française, Iatrostat, de 2018. Elle a estimé qu'en France, on a environ 212 000 hospitalisations par an qui sont liées justement à ces effets indésirables médicamenteux. 212 000, c'est énorme. Ouais, et ce n'est pas sans conséquence, attention. Il y a un taux de mortalité après l'hospitalisation de 1,3%. Et même si on prend des données un peu plus anciennes, de 98, elles montraient déjà que, par exemple, 35% des gens ne répondaient pas aux bêta-bloquants. Un tiers un. Oui, et même 50%, la moitié pour certains antidépresseurs, les tricycliques. Donc on imagine bien l'impact, y compris économique, bien sûr. C'est fou. Mais alors la question c'est, d'où viennent ces différences, parfois si spectaculaires entre nous? Alors, il y a, comment dire, un ensemble de facteurs. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler les facteurs acquis. C'est notre âge, notre sexe, le bon fonctionnement de nos reins, de notre foie, notre état de santé général, bien sûr. Ce qu'on mange, l'environnement aussi, j'imagine? Exactement. L'alimentation, l'environnement, l'alcool, le tabac, par exemple. Et puis aussi, très important, les interactions avec d'autres médicaments qu'on pourrait prendre. Mais, et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet, il y a aussi, et même surtout, des facteurs génétiques. Ah, voilà, nos gènes. Oui, de toutes petites variations dans notre ADN, ce qu'on appelle des polymorphismes. Eh bien ça peut changer radicalement la donne. Comment ça? Changer la donne? Ces variations, elles peuvent affecter la façon dont notre corps va métaboliser le médicament, c'est-à-dire le transformer pour l'éliminer en gros. Elles peuvent aussi influencer son transport, comment il arrive jusqu'à sa cible dans l'organisme, ou même l'efficacité de la cible elle-même. Et parfois, ça va même toucher notre système immunitaire via des gènes très spécifiques comme les gènes HLA, qui sont essentiels pour distinguer ce qui est nous de ce qui ne l'est pas. C'est donc tout un programme qui est inscrit là dans nos gènes. Et c'est ça la fameuse pharmacogénétique, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. La pharmacogénétique, c'est précisément l'étude de l'influence de ces variations de l'ADN sur notre réponse aux médicaments. Et le but ultime, ce serait quoi alors? La médecine sur mesure, personnalisée? C'est tout à fait l'idée, oui. Aller vers un traitement qui soit vraiment individualisé. L'objectif, c'est de pouvoir choisir le bon traitement, le plus adapté, et ce, dès le départ. C'est aussi d'identifier les personnes chez qui ça ne fonctionnera probablement pas. Et surtout, minimiser les risques de toxicité chez celles pour qui le médicament est bien indiqué. En somme, veiller, c'est le bon médicament à la bonne dose pour la bonne personne. Et puis écarter les traitements qui seraient inutiles ou pire, dangereux. D'accord, très clair. Alors posons les bases. Comment ces variations génétiques, ces polymorphismes, comment est-ce qu'ils influencent concrètement l'efficacité ou la toxicité d'un médicament? Alors, ils agissent principalement à deux niveaux. Premièrement, sur ce qu'on appelle la pharmacocinétique. La pharmacocinétique, c'est tout le parcours du médicament dans notre corps. Comment il est absorbé, comment il est distribué, comment il est métabolisé, donc transformé, et finalement, comment il est excrété, éliminé. D'accord. Et là, si une variation génétique ralentit le métabolisme, par exemple, eh bien le médicament peut s'accumuler et devenir toxique. À l'inverse, si elle l'accélère trop, il risque d'être éliminé trop vite et donc d'être inefficace. Et le deuxième niveau? Le deuxième niveau, c'est la pharmacodynamie. Là, on parle de l'interaction entre le médicament et sa cible dans le corps. Ça peut être un récepteur sur une cellule, une enzyme spécifique. Et une variation génétique peut rendre cette cible moins sensible au médicament ou au contraire la rendre hypersensible. Dans les deux cas, la réponse ne sera pas celle attendue. C'est une bonne image, parfois c'est effectivement très petit. On parle de micro-lésions. La plus fréquente, c'est la mutation ponctuelle, qu'on appelle aussi SNP. SNP pour Single Nucleotide Polymorphism. En gros, c'est le remplacement d'une seule lettre de l'ADN par une autre. A, T, C ou G. Une seule lettre. Et ça a des conséquences. Ça dépend.
Parfois, ça ne change rien à la protéine qui sera fabriquée au final. On dit que c'est une mutation silencieuse. Parfois, ça change un acide aminé dans la protéine. C'est une mutation faux sens. Et là, ça peut altérer plus ou moins fortement la fonction de la protéine. Et puis, parfois, ça crée un signal stop trop tôt dans le message. C'est une mutation non-sens. Et là, souvent, la protéine est incomplète, tronquée et donc non fonctionnelle. D'accord. Et il y a aussi d'autres types de variations, hein, des petites insertions ou délétions de quelques lettres qui peuvent carrément décaler tout le code de lecture. C'est souvent très impactant. Ou même des variations dans les zones non codantes de l'ADN qui ne fabriquent pas directement la protéine mais qui contrôlent quand et comment le gène est lu. Et plus rarement, on a ce qu'on appelle des macrolésions. Là, ce sont des morceaux entiers de gènes, parfois même des gènes complets, qui sont supprimés ou au contraire dupliqués une ou plusieurs fois. C'est fascinant de voir l'impact potentiel d'un si petit changement, ou d'un plus gros. Et comment on fait alors pour repérer ces différences chez les patients? C'est compliqué. Eh bien, il y a principalement deux grandes stratégies, qui sont d'ailleurs complémentaires. On parle de phénotypage et de génotypage. Phénotypage. Phéno, ça sonne comme observer le phénomène, le résultat final. C'est exactement ça. Le phénotypage, ça vise à mesurer l'activité réelle d'une enzyme, par exemple, mais in vivo, c'est-à-dire directement chez le patient, dans son organisme. Comment on fait? En général, on administre une substance test, souvent un médicament d'ailleurs, qui est connu pour être métabolisé spécifiquement par l'enzyme qu'on veut étudier. Ensuite, on mesure dans le sang ou dans les urines le rapport entre la substance qu'on a donnée et son produit de transformation, son métabolite. Et ce rapport, eh bien, il reflète directement l'activité de l'enzyme. D'accord, ça permet de classer les gens. Oui, on peut ainsi classer les individus. Par exemple, pour une enzyme donnée, on va identifier les métaboliseurs lents, ceux qui ont une activité faible, les intermédiaires, les rapides, qui sont considérés comme la norme, et parfois même les ultra-rapides, qui ont une activité très très élevée. On obtient une sorte de courbe de distribution dans la population. Attendez, mais on donne un médicament juste pour tester une enzyme? Ça me paraît un peu lourd, non? Et peut-être pas sans risque. Vous mettez le doigt sur les limites, effectivement. L'avantage du phénotypage, c'est clair. On mesure l'activité fonctionnelle réelle. Et c'est quantifiable. On a un chiffre. Mais, comme vous dites, c'est lourd à mettre en place. Il faut un protocole, parfois des prélèvements répétés. Il y a aussi potentiellement un risque d'effet indésirable lié à cette substance test qu'on administre. Et surtout, le résultat peut être influencé par plein d'autres facteurs. D'autres médicaments que le patient prend en même temps, une maladie intercurrente, l'alimentation. Donc ce résultat ne reflète pas uniquement la génétique de la personne. C'est une photo de l'activité à un instant T dans un contexte donné. Je vois. C'est une mesure directe mais un peu contextuelle. Et l'autre approche alors? Le génotypage? Là, on va regarder directement dans les gènes, c'est ça? Précisément. Le génotypage, ça consiste à analyser directement l'ADN du patient. On peut le faire à partir d'un simple échantillon de sang, de salive ou même de cellules qu'on récupère en frottant l'intérieur de la joue. Et là, on va rechercher des variations génétiques spécifiques, des mutations ponctuelles, des délétions, des duplications, dont on sait déjà qu'elles ont un impact sur la fonction de l'enzyme ou de la protéine cible qui nous intéresse. Et comment on fait ça, concrètement? J'imagine qu'on ne lit pas tout le génome à chaque fois, si. Non, pas nécessairement, bien que ce soit techniquement possible aujourd'hui. La technique la plus classique et encore très utilisée, c'est la PCR, la réaction de polymérisation en chaîne. En gros, ça permet d'amplifier de manière exponentielle une toute petite région très précise de l'ADN, celle où l'on suspecte qu'il y a une variation d'intérêt. Ensuite, en analysant le produit qui a été amplifié, on peut déterminer si l'individu possède la version normale du gène, on dit sauvage, ou WT pour wild type, une version mutée, ou les deux, hétérozygote. D'accord, la PCR, on en entend souvent parler. Il y a d'autres techniques? Oui, bien sûr. On peut faire du séquençage direct de la région d'intérêt pour lire la séquence exacte. Et il y a aussi les puces à ADN, qui sont très puissantes. Elles permettent d'analyser en une seule fois des centaines, voire des milliers de polymorphismes connus, répartis sur plusieurs gènes. C'est très efficace pour avoir une vue d'ensemble. On distingue aussi deux approches pour choisir quoi regarder. Soit on a une forte suspicion sur un gène précis, on parle d'approche gène-candidat. Soit, pour découvrir de nouvelles associations entre gènes et réponses aux médicaments, on utilise des études d'association pangénomiques, les fameuses GWAS.
Là, on scanne des milliers de variations réparties sur tout le génome, sans a priori. C'est comme ça, par exemple, qu'on a identifié des gènes importants pour prédire la dose optimale de warfarine, un anticoagulant. Et les avantages et les inconvénients du génotypage par rapport au phénotypage? L'avantage majeur du génotypage, c'est qu'on identifie directement la cause génétique, la variation dans l'ADN. C'est techniquement assez simple et rapide à réaliser aujourd'hui. Et surtout, le résultat est stable tout au long de la vie. Notre ADN ne change pas fondamentalement. C'est une information pérenne. L'inconvénient principal, c'est que le génotype, l'information génétique brute, ne prédit pas toujours parfaitement le phénotype, c'est-à-dire l'activité réelle. Comme on l'a dit, d'autres facteurs peuvent intervenir et moduler l'expression du gène, ou l'activité de la protéine. Et le résultat n'est pas directement une mesure d'activité quantifiable, comme avec le phénotypage. On sait qu'il y a une variation, mais on ne sait pas exactement à quel point elle réduit ou augmente l'activité. Les deux approches sont donc souvent vues comme complémentaires. D'accord, c'est très clair. On a vu le pourquoi, le comment. Maintenant, parlons concret. Où est-ce que ces variations génétiques ont le plus d'impact dans la vraie vie avec les médicaments? J'imagine que la façon dont notre corps traite le médicament, son métabolisme, c'est un point absolument crucial. Oui, c'est effectivement un domaine majeur de la pharmacogénétique, peut-être le plus étudié et le mieux compris aujourd'hui. Le métabolisme des médicaments, c'est un processus essentiel. Il est souvent réalisé en deux grandes phases, par des familles d'enzymes très importantes. Pour la phase 1, on a notamment les cytochromes P450, les fameux CYP. Pour la phase 2, des enzymes comme les UGT, les NAT ou la TPMT dont on parlera sûrement. Leur but principal, c'est de transformer les médicaments, qui sont souvent des molécules étrangères pour le corps, des xénobiotiques, en composés plus faciles à éliminer, généralement par les urines ou la bile. Mais attention, ce processus peut être très variable d'une personne à l'autre. Et parfois, le métabolisme ne fait pas qu'inactiver. Il peut aussi activer un médicament qui était inactif au départ, une prodrogue, ou même, malheureusement, créer des métabolites qui sont toxiques. Et donc, si le gène qui code pour une de ces enzymes clés est, disons, défectué à cause d'une variation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les conséquences sont assez logiques finalement. Si on a un gène muté qui produit une enzyme moins active ou moins stable, le métabolisme du médicament sera réduit. Si le gène est carrément délété, il n'y a pas d'enzyme du tout. Le métabolisme est déficient, voire absent. A l'inverse, si le gène est dupliqué ou amplifié, l'enzyme peut être produite en excès. On parle alors de métabolisme augmenté, voire ultra rapide. Et chacun de ces scénarios, réduit, déficient, ultra rapide, va avoir des implications cliniques très différentes en termes d'efficacité et de toxicité du médicament concerné. Bon, alors, il faut absolument qu'on prenne des exemples. J'ai lu des choses assez frappantes sur une enzyme qui s'appelle la TPMT. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, la TPMT, la thiopurine méthyltransférase. C'est un exemple classique et très parlant en pharmacogénétique. Elle est cruciale parce qu'elle inactive une classe de médicaments qu'on appelle les thiopurines. Ce sont des médicaments comme l'azatioprine, Azeda, la 6-mercaptopurine, 6-MP, ou la 6-thioguanine, 6-TG. On les utilise beaucoup en immunologie, pour les maladies auto-immunes, en transplantation, mais aussi en cancérologie. D'accord. Et quel est le problème avec la TPMT? Le problème, c'est qu'il existe des variations génétiques assez fréquentes qui réduisent fortement l'activité de cette enzyme. On estime qu'environ 11% de la population a une activité TPMT qui est réduite, intermédiaire. Et plus grave, environ 0,3% de la population, soit une personne sur 300 environ, n'a quasiment pas d'activité TPMT du tout. On parle de déficit complet. Ces personnes sont homozygotes pour des allèles non fonctionnels du gène TPMT. Une personne sur 300. Et si on donne une dose normale de thiopurine, d'azatioprine par exemple, à quelqu'un qui a ce déficit complet en TPMT, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça devient extrêmement dangereux. Chez ces personnes, l'enzyme TPMT n'est pas là pour inactiver le médicament. Du coup, le médicament est métabolisé par d'autres voies qui produisent des composés actifs, les 6-thioguanine nucléotides, 6-TGN. Ces 6-TGN vont s'accumuler de façon massive dans les cellules, notamment dans la moelle osseuse, là où sont fabriquées les cellules du sang. Et ils sont très toxiques pour la moelle. Toxique comment? Il provoque ce qu'on appelle une myélosuppression sévère, c'est-à-dire un arrêt de la production des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes. Le patient se retrouve sans défense immunitaire, anémié, avec des risques d'hémorragie. C'est une complication potentiellement fatale. Il y a eu un cas tragique qui a beaucoup marqué les esprits, publié dans la revue The Lancet en 1993.
C'était un patient qui avait reçu une transplantation cardiaque. Il était déficitaire complet en TPMT, mais on ne le savait pas à l'époque. On lui a donné de l'azatioprine à dose standard pour prévenir le rejet. Oh non. Et oui, il a développé une aplasie médulaire gravissime, des infections incontrôlables, et il est malheureusement décédé. Ce cas a vraiment mis en lumière le danger et l'importance de tester la TPMT. C'est terrible, hein. J'ose espérer qu'aujourd'hui on teste cette enzyme en pratique avant de donner ces médicaments. Absolument. Face à ce risque, qui est maintenant très bien identifié et documenté, il est fortement recommandé par de nombreuses agences sanitaires, comme la FDA aux États-Unis, de tester l'activité de la TPMT par phénotypage ou de rechercher les variations génétiques connues par génotypage avant de commencer un traitement par thiopurine. Chez les patients qui ont eu une activité réduite ou absente, on doit ajuster la dose de façon très significative, parfois la réduire de 90%, voire choisir une autre option thérapeutique si c'est possible. C'est devenu un standard de soins dans beaucoup d'endroits. C'est un exemple très fort de l'utilité clinique. Est-ce qu'il y a un autre exemple aussi marquant, peut-être dans le domaine du cancer cette fois? Oui, tout à fait. On peut parler du cas de la DPD, la dihydropyrimidine déshydrogénase, et d'une chimiothérapie très courante, le 5-fluoracil ou 5-FU. Le 5-FU et sa forme orale, la capecitabine, sont des piliers du traitement de nombreux cancers, digestifs, côlon, estomac, pancréas, mais aussi le cancer du sein, les cancers ORL. C'est vraiment très utilisé. Oui, on en entend souvent parler. Mais il y a des problèmes de toxicité, c'est ça? Oui, malheureusement. On sait qu'environ 20 à 25% des patients traités par 5-FU ou capecitabine développent des toxicités sévères. Ça peut être des diarrhées très graves, des mucites à inflammation des muqueuses de la bouche et du tube digestif, ou une toxicité hématologique, un peu comme avec l'éthiopurine. Et dans 0 à 1% des cas, ces toxicités peuvent même être mortelles, ce qui, rapporté au très grand nombre de patients traités, n'est pas négligeable du tout. Et la DPD, cette enzyme, elle est responsable de ça. Elle est l'enzyme clé, oui. La DPD est responsable de l'élimination de plus de 80% de la dose de 5-FU administrée. C'est elle qui le dégrade en composé inactif. Or, là encore, il existe des variations génétiques dans le gène de la DPD, le gène DPID, qui entraînent un déficit de son activité. On estime que 3 à 8% de la population a un déficit partiel en DPD et environ 0,1 à 0,5% a un déficit complet. C'est plus rare que pour la TPMT, mais ça existe. Et j'imagine que si on a un déficit en DPD et qu'on reçoit du 5-FU, Exactement le même problème. Le 5-FU n'est pas correctement éliminé, il s'accumule massivement dans l'organisme, et c'est ça qui provoque les toxicités graves dont on parlait. Le lien est très clairement établi. alors là, j'imagine que la pharmacogénétique est vraiment passée du laboratoire au lit du patient, comme on dit. On doit tester la DPD, non? Tout à fait. Et c'est même une obligation en France. Depuis avril 2019, suite à des recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, il est obligatoire de rechercher un déficit en DPD chez tout patient avant de débuter un traitement par 5-FU ou capecitabine. Comment on fait? Le plus souvent, on utilise une approche de phénotypage. On dose le taux d'uracil dans le sang du patient. L'uracil, c'est une substance naturelle qui est normalement dégradée par la DPD. Si le taux d'uracil est élevé, ça signe un déficit en DPD. D'accord, c'est un marqueur indirect. Oui, un marqueur indirect, mais fiable de l'activité de l'enzyme. Et sur la prescription de la chimiothérapie, le médecin doit mentionner « résultat de l'uracilémie pris en compte ». Si un déficit est détecté, il doit alors adapter la dose de 5-FU, la réduire parfois de 25%, 50% ou même plus, voire discuter une alternative si le déficit est complet. Le génotypage, la recherche des mutations connues du gène DPYD, est aussi possible et souvent fait en complément ou en confirmation. C'est une avancée majeure pour la sécurité des patients, clairement. On voit bien l'impact pour éviter la toxicité. Est-ce qu'il y a des exemples où la génétique influence plutôt l'efficacité, peut-être dans un autre domaine comme la transplantation d'organes? Oui, absolument. Prenons le cas du tacrolimus. C'est un médicament immunosuppresseur qui est essentiel après une greffe, rein, foie, cœur, pour éviter le rejet de l'organe transplanté. Mais c'est un médicament qui a ce qu'on appelle une marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la différence entre la dose qui est efficace et la dose qui devient toxique, notamment pour les reins, est assez faible. Il faut donc ajuster très précisément la dose pour chaque patient en surveillant les concentrations du médicament dans le sang. Or, le tacrolimus est principalement métabolisé, dégradé, par des enzymes de la famille des CYP3A, en particulier le CYP3A4 et le CYP3A5, au niveau de l'intestin et du foie. Et il y a des variations génétiques pour ces CYP3A? Un SNP dans un intron qui crée un site d'épissage aberrant. C'est l'allèle qu'on appelle CYP3A5-3.
Les personnes qui héritent de 2 copies de cet allèle, 3-3, ce qui est le cas de la majorité des caucasiens par exemple, ne produisent quasiment pas d'enzymes CYP3A5 fonctionnels. On dit qu'ils sont non-exprimeurs. D'accord. Et ceux qui ont l'autre version, la fonctionnelle, l'allèle 1. Ceux qui ont au moins une copie de l'allèle sauvage, l'allèle 1, génotype 11 ou 13, eux, ils expriment l'enzyme CYP3A5 dans leur foie et leur intestin. Ce sont les exprimeurs de CYP3A5. Et ça change tout pour le tacrolimus. Ah bon? Pourquoi? Parce que le CYP3A5, quand il est présent, est très efficace pour métaboliser le tacrolimus. Donc, les patients exprimeurs de CYP3A5 vont éliminer le tacrolimus beaucoup plus rapidement que les non-exprimeurs. La conséquence directe, c'est qu'ils ont besoin de doses de tacrolimus plus élevées, parfois le double, pour atteindre la même concentration sanguine cible que les non-exprimeurs. Ils mettent aussi plus de temps après la greffe pour atteindre cette concentration cible, ce qui pourrait théoriquement augmenter le risque de rejet aigu précoce. Donc, connaître le génotype CYP3A5 du patient avant la greffe peut aider le médecin à choisir une dose de départ plus adaptée, plus personnalisée. C'est logique. On adapte la dose initiale en fonction du métabolisme attendu. Et on entend aussi souvent parler d'une autre enzyme, CIP, le CIP2D6, comme étant une sorte de super métaboliseur de médicaments. Est-ce que c'est vrai? Super, dans le sens où cette enzyme, le cytochrome P452D6, est impliquée dans le métabolisme d'un nombre impressionnant de médicaments. On estime qu'elle participe à la dégradation d'environ 25% des médicaments les plus couramment prescrits. Un quart? C'est énorme. Quel type de médicament, par exemple? Ah, la liste est longue et très diverse. On y trouve certains bêta-bloquants utilisés pour le cœur, de très nombreux antidépresseurs, les anciens tricycliques, mais aussi beaucoup d'ISRS comme la fluoxétine ou la paroxétine, de nombreux antipsychotiques, des antiarythmiques, mais aussi des antidouleurs opioïdes comme la codéine, le tramadol, et même le tamoxifène, un médicament essentiel dans le traitement du cancer du sein hormonodépendant. Vraiment, son spectre d'action est très large. Et j'imagine que là aussi, il y a beaucoup de variations génétiques possibles pour ce CUP26. Énormément. C'est l'un des gènes les plus polymorphes qu'on connaisse dans le génome humain. Il y a plus de 100 allèles différents décrits, avec des conséquences très variées sur l'activité de l'enzyme. Certains allèles conduisent à une absence totale d'enzymes fonctionnelles, d'autres à une enzyme moins active, d'autres encore sont normaux. Et puis, il y a le phénomène de duplication ou de multiplication du gène. Certaines personnes ont 3, 4, 5 copies fonctionnelles du gène, voire plus. Waouh! Et comment on classe les gens alors avec toute cette variabilité? On classe généralement les individus en plusieurs catégories de métaboliseurs pour le CYP2D6 en fonction de leur génotype et de l'activité enzymatique attendue. Il y a les métaboliseurs lents, ML ou PM pour Poor Metabolizers. Ils n'ont pas d'enzyme fonctionnelle. C'est environ 7% des caucasiens. Les métaboliseurs intermédiaires, MI ou IM, ils ont une activité réduite. Les métaboliseurs extensifs, ME ou EM pour Extensive Metabolizers, ils sont considérés comme ayant une activité normale, c'est la majorité des gens. Et enfin, les métaboliseurs ultra rapides, MU ou UM pour Ultra Rapid Metabolizers. Ce sont ceux qui ont des duplications du gène et donc une activité enzymatique très très élevée. Leur fréquence varie beaucoup selon les populations, plus élevée par exemple au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Avec des conséquences potentiellement complètement opposées, j'imagine, selon le type de métaboliseur et le médicament. Exactement. Prenons un médicament qui est inactivé par le CYP2D6. Chez un métaboliseur lent ML, le médicament va s'accumuler dans l'organisme car il n'est pas éliminé correctement. Ça augmente fortement le risque d'effets secondaires de toxicité. A l'inverse, chez un métaboliseur ultra rapide, MU, le même médicament va être éliminé si vite qu'il n'aura peut-être pas le temps d'agir. On risque alors une inefficacité du traitement. Et pour les médicaments qui sont activés par le CYP2D6, comme la codéine, vous disiez... C'est là que la situation s'inverse et c'est particulièrement critique. La codéine en elle-même n'est pas très active. Elle doit être transformée en morphine par le CYP2D6 pour exercer son effet antidouleur. Donc, chez un métaboliseur lent, très peu de morphine est produite. La codéine sera inefficace ou peu efficace. Mais chez un métaboliseur ultra rapide, le CYP2D6 va transformer la codéine en morphine de façon très importante et très rapide.
On peut avoir une production excessive de morphine avec des risques de dépression respiratoire, de somnolence, bref, des signes de surdosage en morphine, même avec une dose standard de codéine. J'ai lu des histoires absolument terribles à ce sujet. Des cas d'intoxication graves, voire mortels. Oui, malheureusement, des cas dramatiques, bien que probablement rares, ont été rapportés et ont beaucoup contribué à la prise de conscience. Il y a eu le cas très médiatisé d'un nouveau-né qui était allaité par sa mère. La mère prenait de la codéine pour des douleurs après l'accouchement. On a découvert plus tard que cette mère était une métaboliseuse ultra rapide du CYP2D6. Elle produisait donc beaucoup de morphine qui passait en concentration élevée dans son lait maternel et a intoxiqué le bébé, entraînant son décès. C'est effroyable. Oui, et il y a eu aussi d'autres cas, comme celui d'un enfant qui était lui un métaboliseur lent du CYP2D6 et qui est décédé suite à l'accumulation toxique d'un antidépresseur, la fluoxétine, le Prozac, qui est aussi métabolisé par cette enzyme. Ces cas, même s'ils sont extrêmes, soulignent vraiment l'importance potentielle de ce polymorphisme du CYP2D6. Aujourd'hui, il y a des recommandations, notamment de la FDA et de l'EMA, l'Agence européenne, pour éviter la codéine chez les enfants ou les mères allaitantes et pour adapter les doses de certains antidépresseurs ou antipsychotiques en fonction du génotype CYP2D6, surtout chez les métaboliseurs lents ou ultra rapides. C'est fou de penser qu'une si petite variation dans notre code génétique, ou une duplication, puisse avoir des conséquences aussi dramatiques. C'est vraiment impressionnant pour le métabolisme. Mais est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que la génétique peut aussi influencer la cible même du médicament dans notre corps? Non, ça ne s'arrête pas là. Vous avez raison. C'est l'autre grand volet de la pharmacogénétique qu'on appelle la pharmacodynamie. C'est peut-être un peu moins fréquent, ou disons qu'on a peut-être identifié moins d'exemples aussi spectaculaires que pour le métabolisme, mais les conséquences peuvent être tout aussi importantes. Là, il s'agit de variations génétiques qui affectent directement la protéine sur laquelle le médicament doit agir pour produire son effet. Un récepteur, un canal ionique, une enzyme cible. D'accord, vous auriez des exemples? Oui, on peut en citer plusieurs. Par exemple, il y a le déficit en G6PD, la glucose-6-phosphate déshydrogénase. C'est une enzyme très importante pour protéger nos globules rouges contre le stress oxydatif. Les personnes qui ont un déficit génétique en G6BD, et c'est assez fréquent dans certaines populations originaires de régions où le paludisme est endémique, risquent de faire une crise d'hémolyse aiguë, c'est-à-dire une destruction brutale de leurs globules rouges, si elles prennent certains médicaments qui sont oxydants. C'est le cas de certains antipaludiques comme la primaquine ou de certains sulfamides. Donc on doit tester la G6BD avant de prescrire ces médicaments dans les populations à risque. Ah oui, c'est un exemple classique aussi. D'autres? On peut citer aussi des variations dans le gène du récepteur à la ryanodine qui est impliqué dans la contraction musculaire. Certaines variations rendent les personnes susceptibles à une complication très grave de l'anesthésie générale qu'on appelle l'hyperthermie maligne. C'est une réaction hypermétabolique fulminante, potentiellement mortelle. Il y a aussi des variations décrites dans le gène du récepteur bêta-2 adrénergique qui est la cible des bronchodilatateurs utilisés dans l'asthme, comme le salbutamol, la ventoline. Ces variations pourraient influencer la réponse au traitement, ou encore des variations dans le gène du transporteur de la sérotonine, CERT ou SLC6A4, qui est la cible des antidépresseurs de type ISRS, inhibiteur sélectif de la recaptation de la sérotonine. On pense que ces variations pourraient jouer un rôle dans la variabilité de la réponse à ces antidépresseurs, même si c'est encore assez débattu. Et est-ce qu'il y a un exemple aussi emblématique, aussi phare en termes d'application clinique que ce qu'on a vu pour la DPD ou la TPMT, mais pour la pharmacodynamie? Oui, sans aucun doute. L'exemple le plus frappant, c'est l'association entre un allèle très spécifique du système HLA, l'allèle HLA B5701, et le risque de développer une réaction d'hypersensibilité grave à un médicament antirétroviraux utilisé contre le VIH, l'abacavir. HLA. Vous aviez mentionné ces gènes au tout début en lien avec le système immunitaire, c'est ça? Exactement. Les gènes HLA, Human Leukocyte Antigen, codent pour des protéines qui sont à la surface de quasiment toutes nos cellules. Leur rôle est de présenter des petits fragments de protéines, des peptides, aux cellules de notre système immunitaire, les lymphocytes T. C'est un peu comme une carte d'identité moléculaire qui permet au système immunitaire de reconnaître ce qui appartient à notre corps, le soi, et ce qui est étranger, le non-soi, comme un virus ou une bactérie. C'est un système extrêmement polymorphe. Chacun de nous a une combinaison d'allèles HLA qui lui est propre. D'accord. Et quel est le lien avec l'abacavir? Eh bien,
On s'est rendu compte qu'environ 5 à 8% des patients qui commençaient un traitement par abacavir développaient dans les premières semaines une réaction d'hypersensibilité. C'est une réaction immunologique généralisée avec de la fièvre, une éruption cutanée, des troubles digestifs, respiratoires. Ça peut être très grave, voire mortel si on continue le médicament. Et des études ont montré une association extrêmement forte, quasi absolue, entre le fait de développer cette réaction et le fait d'être porteur d'un allèle HLA bien précis, l'allèle HLA B5701. En gros, si vous n'avez pas cet allèle, le risque d'avoir cette réaction est quasi nul. Si vous l'avez, le risque est très élevé, supérieur à 50%. C'est incroyable comme association. C'est presque prédictif à 100%. Quasiment oui, pour la valeur prédictive négative. C'est-à-dire que si le test est négatif, vous n'avez pas l'allèle, vous ne ferez quasiment jamais la réaction. C'est l'une des associations pharmacogénétiques les plus fortes qu'on connaisse. On pense que l'abacavir se lie d'une façon particulière à la protéine HLA B5701, modifiant les peptides qu'elle présente, ce qui déclenche une réponse immunitaire inappropriée et massive chez les porteurs de cet allèle. Et donc j'imagine qu'on teste systématiquement cet allèle avant de donner de l'abacavir. Oui, c'est devenu un standard de soins absolu et incontournable dans le monde entier. Le dépistage obligatoire de l'allèle HLA B5071 par génotypage est réalisé chez tous les patients infectés par le VIH avant d'envisager une première prescription d'abacavir. Si le patient est porteur de l'allèle HLA B5071, l'abacavir est formellement et définitivement contre-indiqué. On ne lui donnera jamais ce médicament. Et cette mesure simple, ce test génétique préventif, a permis de faire chuter de façon drastique, quasiment à zéro, l'incidence de ces réactions d'hypersensibilité grave à l'abacavir. C'est vraiment un succès majeur et un exemple parfait de l'application clinique de la pharmacogénétique pour améliorer la sécurité des traitements. D'ailleurs, il y a un autre test génétique qui est aussi obligatoire avant de prescrire un autre antirétroviral, le Maraviroc. Il faut tester le corécepteur CCR5 du virus pour savoir si le médicament sera efficace. C'est un peu différent, mais ça relève de la même logique de personnalisation basée sur un test préalable. C'est passionnant. Donc si on essaye de récapituler un peu tout ça, la pharmacogénétique, ces tests génétiques semblent particulièrement utiles, voire indispensables pour les médicaments qui ont ce que vous appeliez une fenêtre thérapeutique étroite où la dose efficace est proche de la dose toxique. Oui. Ou bien quand on ne peut pas facilement mesurer l'efficacité du traitement rapidement, comme pour un antidépresseur où l'effet prend du temps, ou pour prévenir un rejet de greffe. C'est tout à fait ça. Ce sont les situations où la pharmacogénétique apporte le plus de valeur ajoutée. Quand la variabilité interindividuelle a des conséquences cliniques potentiellement graves, toxicité, ou mène à une perte de chance, inefficacité, et qu'on ne peut pas simplement ajuster la dose en fonction de la réponse observée au jour le jour. Et on voit bien que ça se traduit maintenant en pratique clinique. Vous savez, il existe des tableaux, des recommandations qui listent les tests pharmacogénétiques disponibles ou recommandés. On a parlé des tests qui sont devenus obligatoires en France ou en Europe, celui de la DPD avant le 5-FU, capecitabine, celui de HLA-B 570 avant l'abacavir et celui du tropisme viral CCR5 avant le Maraviroc. Mais il y a aussi toute une liste de tests qui sont fortement recommandés ou considérés comme très informatifs, souvent avec des mentions spécifiques dans les notices des médicaments par la FDA ou l'EMA. On a cité la TPMT pour les thiopurines, il y a aussi l'UGT111 pour une autre chimiothérapie, l'irinotecan, qui donne des diarrhées et des neutropénies sévères chez les porteurs de certaines variations. Il y a le couple CYP2C9 et VKORC1 pour ajuster la dose des anticoagulants antivitamine K, comme la warfarine. Le CYP2C19 est important pour le clopidogrel, un antiagrégant plaquettaire qui doit être activé, et aussi pour certains antifongiques comme le voriconazole. Le CYP2D6, on en a longuement parlé, pour la codéine, certains antidépresseurs, antipsychotiques, le tamoxifène, et le CYP3A5 pour le tacrolimus en transplantation. L'objectif derrière tous ces tests, il est multiple. C'est soit prédire un risque de toxicité pour l'éviter, soit prédire une probable inefficacité pour choisir une autre option, soit parfois expliquer une toxicité ou une inefficacité qui est déjà survenue chez un patient, et surtout, de plus en plus, c'est d'adapter la posologie initiale du médicament de façon personnalisée pour maximiser les chances de succès et minimiser les risques dès le départ. Eh bien, cette exploration nous montre vraiment à quel point notre réponse individuelle aux médicaments est complexe et qu'elle est en partie une partie non négligeable dictée par nos gènes. La pharmacogénétique apparaît vraiment comme une clé essentielle pour avancer vers une médecine plus précise, plus sûre, plus personnalisée.
Oui, c'est exactement ça. C'est un outil supplémentaire et un outil précieux pour le médecin clinicien. Il faut bien comprendre que ça ne remplace évidemment pas son jugement clinique, son expérience, l'examen du patient, le suivi, mais ça apporte des informations objectives, basées sur la biologie individuelle du patient, qui peuvent vraiment aider à affiner la stratégie thérapeutique et idéalement à prendre de meilleures décisions dès le début du traitement. C'est une véritable aide à la décision pour optimiser les soins. Et tout ça, ça amène forcément une réflexion pour conclure, peut-être un peu prospective. On accumule de plus en plus de connaissances sur ces liens entre nos gènes et notre façon de réagir aux médicaments. Le coût des analyses génétiques du génotypage diminue aussi de façon spectaculaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain ou après-demain une sorte de passeport pharmacogénétique pour chaque personne, un document peut-être intégré au dossier médical électronique qui résumerait les variations génétiques pertinentes d'un individu et qu'on consulterait systématiquement avant toute nouvelle prescription d'un médicament pour lequel on sait que la génétique joue un rôle? Quels seraient les défis éthiques, logistiques, économiques, sans parler de la formation des médecins et des pharmaciens pour aller vers une telle généralisation, au-delà des quelques cas les plus à risque qu'on a déjà bien identifiés aujourd'hui? Voilà, c'est peut-être de quoi nourrir nos pensées sur l'avenir de la médecine personnalisée.